Podcast, la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 32, le réseau Rayton. Des preuves de réseaux pédocriminels internationaux ressurgissent à Gozo, à Malte, et font découvrir tout un réseau pédocriminel plutôt basé en Angleterre. Un réseau pédophile d'élite qui compterait plus de 20 membres proéminents du Parlement britannique, du pouvoir judiciaire et même des figures religieuses. Des preuves étiquetées par un département des services sociaux britanniques comme abus organisé de jeunes garçons et commerce de jeunes victimes à Malte et Gozo, donc le Gozo c'est l'île à côté de Malte, c'est formé de deux îles, refont surface après plus de 2 décennies suite aux allégations d'un lanceur d'alerte concernant un réseau pédophile d'élite qui compterait plus de 20 membres proéminents du Parlement britannique, du pouvoir judiciaire et même des figures religieuses. La preuve d'abus organisés et le trafic de jeunes garçons à Gozo et possiblement à Malte. Des actes perpétrés pour la plupart entre les années 70 et le début des années 90, qui refont surface sous forme d'une fuite d'un rapport strictement confidentiel, entre guillemets, datant de 93, et émis par le département des services sociaux de Hereford et Worcester. Donc ce sont des noms de comtés en Angleterre. Un rapport mystérieusement enfoui à l'époque, probablement par des personnes inconnues en position d'autorité au Royaume-Uni. En 1992, un certain Peter Rayton, Righton, a été inculpé puis reconnu coupable de possession de ce qui fut décrit comme de la littérature obscène en rapport avec des enfants et des jeunes garçons de moins de 16 ans. La littérature en question était en fait des photos de jeunes garçons nus. Durant l'enquête, le département de la police et des douanes a effectué un raid chez Rayton où ils ont confisqué une quantité très importante de matériel, incluant des lettres, des agendas, photographies, magazines et vidéos. Selon le rapport, je cite, Rayton accumulait un grand nombre de lettres et de documents et il y a plusieurs boîtes de lettres qui expliquent avec des détails chronologiques comment Rayton et certains de ses associés sont restés en contact pendant plusieurs années et l'intérêt très clair qu'ils montraient à abuser de jeunes garçons. Parmi les correspondances découvertes durant l'enquête, il y a la preuve accablante d'une organisation pédocriminelle à Gozo et possiblement à Malte. Mais ce Rayton, ce n'était pas n'importe qui, vous allez le voir dans la suite de l'article. Des preuves écrites d'abus et de trafic de jeunes garçons à Malte. D'après le rapport strictement confidentiel de 93, je cite, parmi les affaires de Rayton, il y a également la preuve écrite des liens avec le PIE, donc le Pedophile Information Exchange, le lobby pédophile qui avait pignon sur rue dans ces années-là en Angleterre, mais également en Suède et en Norvège, ainsi que d'abus organisés de jeunes garçons à Gozo et Malte. Rayton et Napier, donc un autre pédophile, sont impliqués dans le trafic de jeunes victimes dans ces derniers pays. PIE fait référence donc au Pedophile Information Exchange, qui avait fait campagne pour légaliser le sexe avec les enfants dès l'âge de 4 ans. Rayton était connu comme le membre numéro 51 du PIE. Le nom expurgé serait vraisemblablement celui de l'ancien partenaire de Rayton, qui pour des raisons légales doit être nommé Richard Napier. Un documentaire de la BBC, Inside Story, The Secret Life of a Pedophile, donc la vie secrète d'un pédophile, expose l'histoire sordide des crimes de Rayton contre l'enfance. Il est documenté dans ce reportage comment, je cite, « ils passaient régulièrement des vacances ensemble dans la Méditerranée où ils sollicitaient la compagnie de garçons locaux. » À l'époque où ce rapport des services sociaux fut écrit, la preuve écrite des abus à Gozo et Malte a dû toucher la corde sensible du département des services sociaux de Hereford et Worcester, lequel donna aux abus de Malte une grande importance en tant que première mention tangible d'abus émanant de cette correspondance. Cette preuve des abus, commis à Gozo et Malte, est stockée par la West Mercia Police jusqu'à ce jour, et la police maltaise devrait avoir de bonnes raisons d'y demander l'accès. Il y a à ce jour 7 boîtes de lettres, entre Rayton et d'autres pédophiles, qui ont été confisquées chez lui. La dissimulation et la nouvelle enquête. Le lanceur d'alerte, Peter McKelvey, un ancien cadre de la protection de l'enfance au département des services sociaux donc de Hereford et Worcester, qui a écrit le rapport strictement confidentiel de 93, a donc déclenché une enquête de police en 2012, lorsqu'il révéla que cette boîte de lettres contenant les preuves d'un puissant réseau pédocriminel existait, y compris des lettres entre Rayton et d'autres pédophiles, stockées à la donc West Mercia Police. Et Rayton n'était pas un délinquant sexuel ordinaire. Donc, il a été une figure supérieure et respectée dans le domaine des foyers d'enfants et un ancien consultant à l'œuvre de charité, donc dans une association caritative, le National Children's Bureau, donc le Bureau national des enfants,
dont les mécènes comptaient la ministre de la Santé d'alors, Virginia Bottomley. Après la descente chez Wrighton en 92, Virginia Bottomley s'est déclarée choquée et a demandé un rapport complet. Ce fut la dernière fois que Bottomley parla de cette histoire et aucun rapport ne fut jamais publié. M. McKelvey fit part de ses préoccupations au député travailliste Tom Watson, qui leva la question au Parlement en 2012. Selon McKelvey, qui a passé de nombreuses années à œuvrer pour voir la vérité dévoilée, je cite, « Nous ne savons toujours pas qui a donné l'ordre de mettre fin à la première enquête. À mon avis, cette personne est autant coupable que Peter Wrighton et son réseau d'abuseurs d'enfants. La décision d'y mettre un terme a probablement été prise par Michael Howard et ou Virginia Bottomley. Howard était ministre de l'Intérieur à l'époque, avec une responsabilité globale sur la police, et Bottomley était ministre de la Santé, avec une responsabilité globale sur les foyers d'enfants et le travail social. » Fin de citation. McKelvey était en réalité la source pour la question parlementaire de M. Watson, et il était aussi impliqué dans le documentaire de la BBC qui exposa Wrighton 20 ans plus tôt. McKelvey déclara récemment, je cite, « À l'époque de l'arrestation en 92 pour possession d'images indécentes d'enfants, Peter Wrighton était sur le point d'assumer des travaux pour le département de la santé en tant qu'expert en protection de l'enfance. Il a longtemps été au sommet de la profession dans le travail social, à des postes comme conseiller au National Children's Bureau, directeur de l'éducation au National Institute directeur de l'éducation au National Institute of Social Work, donc l'Institut national du travail social, et maître de conférence à l'Open University sur les pratiques dans le travail social. Un documentaire de la BBC, donc de 1994, met la vérité à nu sur Wrighton, un loup en habit de mouton, un dangereux prédateur pédophile avec des relations qui, durant sa vie, abusa des enfants au Royaume-Uni, en Suède, à Malte, au Danemark et en Hollande. Fin de citation. 20 personnes bien connues dans un réseau de pédocriminels privilégiés. Des appels renouvelés pour des investigations sont encore apparus le mois dernier, après que McKelvey prétendit que jusqu'à 20 figures publiques britanniques de premier plan appartiennent à un réseau pédocriminel privilégié. Des juges, nobles et députés font partie de ces 20 personnalités proéminentes qui abusent des enfants depuis des décennies, d'après un ancien cadre de la protection de l'enfance. Il a dit à la presse britannique qu'il y a des preuves liant d'anciens politiciens et un prétendu réseau pédophile, et Lord Warner, ancien ministre de la Santé, a dit que ces allégations étaient crédibles. L'ancien cadre de la protection de l'enfance du comté de Hereford et Worcester a dit, je cite, « Je crois qu'il y a des preuves solides et des informations qui pourraient être transformées en preuves si elles sont étudiées correctement. Des preuves qu'il y a eu des privilégiés très puissants au sommet des classes politiques depuis aussi longtemps que je suis en vie. Il y a eu des raisons suffisantes d'enquêter sur ça régulièrement depuis les 30 dernières années, et il a toujours été bloqué, dissimulé, où il y a eu des collusions pour éviter que cela n'arrive. Nous regardons vers les lords, les communes, le pouvoir judiciaire, toutes institutions où il y aurait un petit pourcentage de pédophiles et un nombre légèrement plus important de gens qui savaient, mais qui n'ont rien fait pour des raisons d'intérêt personnel, d'autopréservation ou de parti politique. Il a été plus sûr de couvrir l'affaire que de la traiter, déclara-t-il à la BBC. Je dirais que nous parlons de plus de 20 personnes et un nombre plus important de gens qui savaient et n'ont rien fait qui étaient en position de faire quelque chose. Wrighton est mort sans avoir à faire face à un tribunal correctionnel pour les abus sur des douzaines de garçons, des abus qu'il a consignés avec des détails sordides dans des agendas intitulés « Some Boys ». Aujourd'hui, de nombreuses questions restent en suspens sur la façon dont Wrighton a échappé à la justice toute sa vie. Les mêmes questions se posent pour Saville, Sir Cyril Smith et Sir Peter Morrison. Je vous renvoie donc à des podcasts consacrés, un à Jimmy Saville et un autre à Cyril Smith. Pardon. C'est pourquoi les survivants et les militants demandent d'urgence une enquête indépendante sur les réseaux organisés d'abus sur les enfants les plus vulnérables de notre société par des individus puissants. Fin de citation. L'ampleur des abus de Wrighton impliquerait des viols, des coups, de jeunes garçons passés entre pédophiles comme des morceaux de viande d'après McKelvey. Durant les années 80, les foyers d'enfants servaient de chaîne d'alimentation pour l'abus d'enfants et étaient ciblés par les gens au pouvoir, a-t-il dit. Je cite, « L'abus sexuel des enfants est une dynamique du pouvoir, c'est bien souvent de quoi il s'agit. Ce que je suggère, c'est qu'il est possible que des personnes puissantes faisant autorité, en particulier les communautés qui ont parfois accès aux maisons d'enfants, j'ai dû virer 2 managers de maisons d'enfants pour avoir abusé des enfants à leur charge. » Fin de citation. Le ministre de l'Intérieur britannique, Theresa May, a annoncé 2 nouvelles enquêtes. Les partis politiques et le MI5 vont voir leur dossier examiné à la loupe sur fond d'allégations d'abus sur enfants, pas de politiciens, tandis que la BBC et les organisations religieuses devraient tomber sous le mandat d'une grande nouvelle enquête afin de savoir si ceux au pouvoir ont fermé les yeux sur les déclarations d'abus.
Lord Warner a dit que la ministre de l'Intérieur doit nettoyer les écuries d'OGS, afin de maintenir la confiance du public pour l'establishment. Rayton est mort en 2007, à l'âge de 81 ans. Il est en tout et pour tout dû payer une amende de 900 livres sterling, 1000 euros, pour possession de matériel pédoporno. Mais plusieurs de ses victimes vivent encore, avec leurs souvenirs traumatiques, à Malte, à Gozo, possiblement ailleurs en Méditerranée et au Royaume-Uni. Donc dans le documentaire de la BBC, on voit clairement au travers des photos, lettres et vidéos saisies un certain nombre d'autres pédophiles impliqués dans ce réseau. Peter Rayton, de son vrai nom Pedro Santos, commence sa carrière de pédophile dans les années 50 dans un collège public pour garçons d'Oxford. Il y est surveillant et aumônier. En 1957, il devient professeur d'anglais dans l'internat Red Hills pour garçons difficiles à Maidstone dans la province du Kent. Sa chambre jouxte celle des garçons. Alan Rimmer, un ancien collègue, témoigne. Je cite, « Il y avait de nombreux garçons et collègues qui se plaignaient des comportements gênants et de rituels étranges que Rayton avait avec les enfants. Il avait des activités dans sa chambre avec des garçons qui n'avaient rien à voir avec les activités habituelles pratiquées dans l'école à cette époque. Je me rappelle de courses-poursuites où Rayton pourchassait les élèves et dont le but était de leur mettre de la mousse à raser dans le pantalon. Des choses de ce genre. » Fin de citation. Rayton y est décrit comme très proche des garçons les plus jeunes. Mark Fulles, l'un d'entre eux, témoigne. Je cite, « Vous deviez aller dans la chambre de Peter, vous allonger sur le lit pour avoir une cigarette. Il m'employait pour laver sa voiture et en échange j'avais le droit de sortir de l'établissement en allant faire un tour en voiture avec lui. Puis j'ai dû nettoyer sa chambre. Puis, quand il pensait que j'étais suffisamment souple pour aller dans son sens, il m'offrait de plus en plus de choses. Après avoir fini de laver sa voiture, tard le soir, il me payait une glace puis il m'emmenait nager dans un étang. Il arrivait en serviette, puis quand venait mon tour de me changer, il me déshabillait pour me changer. En rentrant, on alla discuter dans la chambre de Rayton et il arriva et se mit nu sur son lit. Là, il se masturba jusqu'à éjaculer, puis ça a recommencé, et soit il me masturbait, soit je devais le masturber. C'était quelque chose qui pouvait arriver jusqu'à 6 fois par semaine. J'avais 12 ans, j'étais terrifié. J'ai progressivement été enrôlé par Rayton pour recruter d'autres garçons pour faire les petits travaux pour Rayton. Il me demandait si celui-là qu'il avait repéré serait bien pour faire le job. Et en fait, il me demandait implicitement si le garçon serait à mon avis prêt à lui faire les mêmes choses que moi. Je savais qu'il y avait d'autres garçons qui étaient aussi abusés comme moi, par Rayton, car il me l'avait dit. Il y en avait au moins 6. Depuis, je n'arrive pas à avoir des relations normales avec les gens, en particulier avec les hommes, ou avec des personnes en position d'autorité. Je n'arrive pas à m'exprimer, et je me rétracte très vite dans ma coquille. Ma femme me soutient énormément, mais je pense que j'aurais pu avoir une vie réellement heureuse si j'avais pas vécu tout ça. Fin de citation. Rayton écrit tout à fait consciemment dans son journal intime, je cite, « C'est un crime pour un homme de 37 ans de faire l'amour avec un garçon de 15 ans. » Fin de citation. Peu de temps après que les faits commençaient à circuler parmi les élèves, puis les collègues, il y a même une enquête de police qui a été abandonnée pour manque de preuves. 2 collègues avaient fait des rapports et des accusations au directeur de l'établissement. Rayton a nié, disant que les rumeurs étaient infondées. Il est malgré tout poussé vers la sortie, sans faire de vagues, en vertu d'un gentleman agreement. Il a pu ainsi continuer sa carrière de pédophile dans l'éducation. Aucune mesure n'a été prise par la direction d'aucune sorte. Je cite, « Ce sont des techniques d'emprise psychologique sur les enfants en manque d'affection qui sont vite prisonniers des situations dans lesquelles ils se retrouvent et ne peuvent en sortir. Ils se sentent sales, perdus, confus, dégradés, souillés. En anglais, cela se nomme grooming, analyse un pédopsychiatre. » Fin de citation. J'attire votre attention sur d'autres podcasts où il y a des réseaux donc de prostitution de mineurs qui ciblent plutôt des jeunes filles vulnérables qui se sont déroulés pendant des dizaines d'années dans beaucoup de villes, notamment tenus par des réseaux pakistanais, et avec des clients tout à fait anglais et plein de gens, et la police qui ferme les yeux évidemment. Et donc c'est exactement ces processus de grooming, c'est-à-dire qu'on arrive comme ça à influencer la mineure, au début à essayer de lui faire croire que c'est une sorte d'idylle amoureuse, lui faire des cadeaux, etc., pour finalement la violer et la tenir sous son emprise totale. Continuons. Fulles alla rencontrer pour le reportage Rayton, qui affirma, donc, alors qu'il était à la retraite, je cite, qu'après Red Hills, il avait fait toute sa vie en sorte de ne plus se mettre dans une situation où il était en position d'abuser d'enfants. La suite nous prouvera le contraire, et c'est que c'est complètement faux, et va mettre en exergue ce menteur pathologique et dangereux prédateur sexuel sur mineurs
qui faisait figure, je le répète, de référence nationale auprès de toutes les administrations du pays sur les sujets des foyers d'accueil pour enfants à l'époque et pendant plusieurs années. À peine un mois plus tard, il était de nouveau auprès des garçons qu'il violait. Wrighton tenait des listes de ses proies dans un cahier intitulé donc Some Boys, quelques garçons, qui dure sur plus de 30 ans et où l'on compte 28 enfants de Red Hill et en tout plus d'une centaine de noms d'enfants âgés de 12 à 16 ans dans tous les endroits où il a vécu et où il est allé en vacances. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont tous consignés dans le carnet, évidemment, ni ses actes les pires. En 1965, il rejoint l'équipe de la Killian University, où il se fait un nom dans le monde de la recherche sociale en protection de l'enfance et où il forme des générations de travailleurs sociaux. Il s'y fait un réseau d'amis et de relations dans l'establishment et le monde de l'aide sociale. Il discute de ses proies avec un ami révérend, visiblement pédophile également, John Neal, et par ailleurs amant de Wrighton. Alors on peut juste faire une parenthèse que ça s'est produit visiblement dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que ce soit les magistrats, que ce soit les travailleurs sociaux, ont été formés pendant des décennies par des gens qui étaient pédophiles ou qui promouvaient des théories pédophiles. Je vous renvoie à des articles sur le syndrome des faux souvenirs, qui est un syndrome qui n'existe pas, ou au syndrome de l'aliénation parentale. Et vu que les gens ont été formés avec ça pendant des décennies, on a en fait plusieurs générations de travailleurs sociaux et de magistrats ou de policiers et de gendarmes qui ont été formés à ça et à qui on ne va jamais dire attention, ça n'existe plus, vous avez été formés par des gens qui disaient des choses fausses. Et donc on se porte comme ça, une inertie sociale énorme, et c'est là que vous voyez la courroie de transmission entre des réseaux pédophiles, entre guillemets d'élite, et une ambiance pédophile sur tout un pays qui va créer des milliers et des milliers et des milliers de victimes, qui va créer aussi forcément des abuseurs, et des choses qui peuvent éventuellement même se propager de génération en génération, ce qui n'est pas toujours le cas, mais qui arrive quand on regarde le CV des abuseurs. Ils ont souvent été abusés quand ils étaient enfants, ce qui ne veut pas dire que c'est une fatalité. Voilà, reprenons. En 68, Wrighton devient Senior Lecturer, donc l'équivalent de maître de conférence, à la National Institute for Social Work, NISW, une institution qui conseille et aide les politiques à concevoir et réformer les politiques nationales et les pratiques dans le domaine de la protection de l'enfance. En 71, Wrighton il rejoint l'équipe d'une association appelée le National Children's Bureau, NCB, basée à Islington, à Londres. Islington, c'est un des quartiers de Londres où il existait un immense réseau pédophile de VIP qui s'approvisionnait dans les orphelinats, avec notamment aussi le quartier de Lambeth. On vous renvoie à un podcast consacré particulièrement à réseau Lambeth. Lambeth. Le NCB avait aussi un bureau à Belfast, où il existait également un immense réseau pédophile, VIP, donc le réseau Cairns Born Again, qui mêlait les personnalités haut placées à la fois du camp de l'IRA, donc des indépendantistes irlandais, mais aussi des loyalistes, donc de ceux qui soutenaient l'occupation anglaise, soi-disant des ennemis jurés. Je vous renvoie également à un podcast consacré au réseau Cairns Born Again. Là, il dirigeait une équipe qui devait travailler directement avec les enfants. L'ambiance était évidemment à la libération des mœurs, entendez libération des pervers par la même occasion, et Wrighton fait son coming out en tant qu'homosexuel. Il se permet de plus en plus de choses. Anne Goldie, une travailleuse sociale à la retraite qui a été en contact direct avec Wrighton à ce moment-là, témoigne, je cite, « Le climat de l'époque incluait le fait que les enfants étaient des êtres sexuels et qui pouvaient éventuellement justifier des relations sexuelles avec des personnes considérablement plus âgées qu'eux. Je pense que je n'ai jamais été totalement en accord avec ça, mais il y a une part de moi qui a été mentalement préparée à pouvoir être convaincue par ce genre de théorie. Mais avec les années, j'ai été confronté et j'ai dû bien reconnaître la souffrance causée aux enfants victimes par les abus sexuels pédophiles. Wrighton m'avait confié que lors de son travail de terrain, il avait lui-même été amené à avoir des relations sexuelles avec 8 ou 9 garçons. Il adorait et était très fort pour manipuler les jeunes garçons prépubères et arrivait à obtenir des relations sexuelles avec eux tout en restant amical, sympathique et même d'une certaine façon apprécié d'un ou deux des enfants comme on pourrait l'être en tant qu'un parrain. J'étais moi-même secrètement lesbienne, il savait que je l'étais et il considérait que j'allais forcément lui être loyal puisqu'il détenait cette information. Donc je n'ai rien fait pour l'arrêter. Non, je n'ai rien fait. » Fin de citation. Alors là, on peut quand même faire une petite parenthèse. Enfin, je veux dire, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Tout ce que peuvent dire les pédophiles sur leur théorie, soit d'idylle, c'est-à-dire que les enfants sont amoureux d'eux, qu'ils leur font du bien, etc. Alors déjà,
est souvent contredit par des écrits privés où on s'aperçoit que les mêmes qui tiennent ce discours, en fait, ont aussi un côté psychopathique, où ils sont très contents de souiller l'innocence, de détruire, de dominer, etc., de violer. Mais même pour la partie qui se fait croire à elle-même, consciemment ou inconsciemment, que c'est une relation, entre guillemets, équitable, entre gens consentants, etc., il suffit de regarder la réalité, que depuis toujours, dans toutes les cultures et toutes les civilisations, toutes les époques, les enfants qui ont subi des abus sexuels étant mineurs, en souffrent et ont des traces terribles de ça dans la suite de leur vie et n'apprécient pas. Et si vous les interrogez à l'âge adulte, c'est des choses terribles qui ne sont pas du tout positives. Et aucun de ces personnes, arrivées à l'âge adulte, ne pourrait dire cela est positif, c'était vraiment super, j'en garde un très bon souvenir et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Hein, donc il y a un moment donné, il faut quand même le dire, et c'est quand même incroyable que tous les gens qui ont affaire à des victimes, donc des enfants victimes d'abus sexuels, puissent douter de ça. C'est juste une évidence, hein, donc, qui est valable dans 100% des cas. Hein, hormis vraiment des cas où les enfants sont tellement manipulés mentalement, tellement fracassés à l'intérieur qu'en fait ils sont même incapables de savoir ce qu'est le bien et le mal. Mais là on parle de cas très particuliers qui touchent très peu de gens, donc notamment sur les abus rituels et les manipulations MK. Je vous renvoie à un podcast qu'on a fait un live sur les abus rituels, où là on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, sophistiqué, beaucoup plus scientifique même dans la méthode, et qui va beaucoup plus loin que simplement un abus sexuel comme on en parle ici. Fin de la parenthèse. Rayton vit alors ouvertement avec Richard, un jeune homme qu'il avait d'abord abusé en tant qu'enfant. Désormais, Richard aussi viole des enfants, et ils passent tous deux régulièrement des vacances en Méditerranée pour du tourisme sexuel. À Malte notamment, mais aussi en Grèce et en Turquie. À Londres, ils partagent un appartement qui leur permet de faire se rencontrer l'un à l'autre les garçons qu'ils violaient jusque-là chacun de leur côté. Rayton est alors suffisamment connu pour être propulsé maître de conférence dans une association fameuse appelée le Barnardos, qui s'occupe d'enfants handicapés, de victimes d'abus sexuels, d'enfants avec troubles psychiatriques et d'enfants SDF dans des projets impliquant plus de 115 000 enfants. Cela lui donne de nouveaux accès à des garçons. Il est notamment nommé administrateur d'une école pour enfants handicapés où justement son amant Richard est professeur. Il fait la connaissance d'une mère célibataire avec un fils qui l'intéresse. Rayton lui montre de l'attention, lui demande ce qu'il pense, il est gentil, agréable. Il l'emmène à la piscine avec Richard, qui essaye de l'attraper pour le balancer dans l'eau comme un jeu que l'on peut faire avec son père. Puis il l'emmène là où il n'a plus pied. Il le tient d'une main et de l'autre il met sa main dans son maillot de bain. Il se débat, nage jusqu'au bord, sort de l'eau, se change et dit qu'il va rentrer à la maison. Je cite l'enfant qui témoigne devenu adulte. J'étais dans la voiture, pleurant, juste me demandant pourquoi. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me fasse ça? J'avais 12 ans à l'époque et je lui faisais confiance. Peut-être que c'était de ma faute, que j'étais trop copain avec lui, trop gentil. À 15 ans, j'ai commencé à faire du karaté, de la musculation, n'importe quoi pour devenir plus fort, pour que plus jamais personne ne puisse m'abuser de nouveau. Je n'arrive pas à me pardonner, à ne pas me sentir coupable d'avoir accepté tous ces cadeaux, ces cigarettes, ces voyages, et en filigrane, il y avait toujours autre chose. Ces gros nuages noirs me suivent depuis Red Hills, c'est le décor dépressif de ma vie dont je n'arrive pas à me débarrasser. Fin de citation. Il n'a jamais porté plainte. Là, on peut faire une parenthèse, c'est vraiment ce qu'on retrouve tout le temps. C'est-à-dire, finalement, l'enfant se sent complètement trahi, ne comprend pas, évidemment, ce qui lui est arrivé, se sent coupable, et ça, c'est la grande force des pédophiles quand ils les manipulent, toujours avec le bâton et la carotte, hein, un côté affection, attention, cadeau, et puis parfois aussi menaces, interdiction de parler, etc., secret, évidemment. Et puis on retrouve aussi effectivement dans les milieux, que ce soit la musculation, les sports de combat, voilà, beaucoup d'enfants abusés qui se disent que c'est un moyen, quoi, que plus jamais cela n'arrive. Et voilà, c'est des schémas qu'on retrouve assez souvent. Reprenons. Quelques mois plus tard, Richard est arrêté pour avoir touché un enfant dans un cinéma en Écosse. Peu après, Rayton écrit une lettre de recommandation pour appuyer la candidature de Richard à un poste de professeur dans une autre école. Rayton est désormais directeur de la formation au National Institute des Social Workers,
qui travaille donc à former les travailleurs sociaux. Il est aussi à ce moment-là proche d'un ami pédophile déjà condamné, Charles Napier. Tous deux sont des militants actifs du Pedophile Information Exchange, un groupe qui passait dans les médias et revendiquait la légalisation des relations sexuelles à partir de 4 ans. Quelle époque. Napier en est le trésorier. Il avait même programmé un jeu d'ordinateur dans les années 70 où en répondant à des questions à un enfant, il faisait faire un striptease grâce à une série de photos qui se succédaient. Alors effectivement, on retrouve dans les débuts de l'informatique toujours le porno, mais pas que le porno, la pédo. Hein, ça a toujours été le cas. Ces gens ont toujours compris que l'électronique et les réseaux seraient un moyen de développer énormément dans l'ombre leurs addictions, ou plutôt leur côté prédateur et leur vice. Et donc effectivement, je vous renvoie au podcast sur l'affaire de Zandvoort, où dans les années 80-90, on avait déjà un réseau, un premier réseau d'internet de partage de pédopornographie, donc à côté d'Amsterdam. Imaginez où on en est aujourd'hui, quoi. 2021. Tout ça est gratuit, des millions de vidéos, les gens partagent ça, violent leurs enfants, se le montrent de manière totalement banale et gratuite, alors qu'à l'époque c'était des choses qui étaient vues comme dangereuses et qui coûtaient de l'argent. On s'échangeait des cassettes vidéo VHS sous le manteau pour des sommes importantes. On s'échangeait des photos argentiques. Imaginez où on en est aujourd'hui et surtout imaginez ce que font les États contre ça. Je veux dire, à part quelques coups de filet, jamais en France d'ailleurs, quelques coups de filet dans certains pays qui sont un peu plus organisés avec des unités d'élite spécialisées dans l'électronique, on est dans des choses, hélas, qui sont de l'ordre du laisser-faire total. Je vous rappelle en passant une association canadienne qui fait donc du repérage de photos pédopornographiques grâce à un outil qui a été fait par des bénévoles, qui a été ensuite donné au FBI parce qu'ils n'ont pas été foutus de le faire eux-mêmes, qui repère plein de contenus pédopornographiques et qui demande aux hébergeurs de les faire disparaître, a fait un rapport et dit que la moitié des contenus pédopornographiques sont hébergés sur les serveurs de Free en France. Voilà. Monsieur Xavier Niel, je vous laisse chercher, on a fait un article particulier là-dessus. L'étude s'appelle Arachnid. Continuons. Charles Napier, donc, était professeur, mais il avait été interdit d'exercer au Royaume-Uni suite à sa condamnation pour avoir agressé sexuellement 5 de ses élèves. En 1978, il obtient un poste de professeur d'anglais dans une école en Suède, avec des enfants âgés de 11 ans et plus. Il rapporte ses progrès techniques et ses avancées dans ses tentatives de violer des enfants. Il leur donne son adresse sur un papier, puis il les croise dans la rue, les invitant à venir chez lui. Il note précisément quelle classe va à la piscine quel jour. Un élève, Nicolas, passe de lui-même chez lui, ce qui lui permet de l'agresser sexuellement. Il offre de l'alcool et des cigarettes, l'incite à avoir des gestes sexuels, etc. Rayton vient le voir pour les vacances et viole également des garçons. En 1980, Napier candidate au ministère de l'Éducation pour redevenir professeur auprès des enfants. Rayton, dans une lettre portant l'entête donc de la NISW, soutient sa candidature en affirmant, je cite, « Napier ne constitue plus un risque d'abus sexuel pour les enfants à sa charge. » Ah, bah c'est bon, on est rassuré alors, si c'est lui qui le dit. Au début des années 80, Rayton co-rédige le Barclay Report, donc le rapport Barclay, qui définit les directives des travailleurs sociaux du Royaume-Uni pour les décennies à venir. Vous avez bien entendu. Et il se met alors à son compte comme consultant expert en protection de l'enfance et est très sollicité. Il est chargé par la Open University, c'est quasiment le monopole national de l'enseignement à distance, de diriger, donc l'équivalent du CNED si vous voulez, de diriger une équipe pour mettre sur pied une formation complète à destination des travailleurs sociaux sur la protection de l'enfance et les soins à apporter aux enfants. Il participe au livre Perspective on Pedophilia, dirigé par Brian Taylor. Aujourd'hui, c'est $130 sur eBay, imaginez, c'est une pièce de collection pour ces tarés, affirmant avec tout l'aplomb arrogant du pseudo-scientifique, je cite, « La pédophilie est naturelle et normale pour les hommes. » Alors on peut quand même dire que effectivement, on peut imaginer qu'il y a une certaine proportion des hommes adultes qui, naturellement, enfin entre guillemets, peuvent avoir cette déviance. Bon, et encore, ça se discute. Mais enfin bon, la question, c'est pas ça. C'est est-ce que la pédophilie, c'est naturel pour les enfants, hein. Est-ce que c'est bon pour eux? Je veux dire, oui, effectivement,
Le viol des femmes est quelque chose qui peut éventuellement être qu'on peut trouver comme une maladie chez un certain nombre d'humains de sexe masculin. Oui, d'accord. Hein. Comme le cancer aussi. Oui, voilà, d'accord. Bon, une fois qu'on a dit ça, je continue. Il y dit se baser sur les entretiens avec 67 pédophiles et 40 garçons victimes de pédophiles. Je cite, loin d'être blessés par le sexe, les garçons peuvent en bénéficier. Donc là, on retrouve totalement les histoires du rapport Kinsey, où en fait, bah, effectivement, il va étudier ce qu'il veut étudier, il étudie les garçons qu'il veut étudier au moment où ça se passe entre guillemets pas trop mal. Moi, je veux bien revoir ces 40 garçons 20 ans plus tard, pour voir un petit peu ce qu'ils en disent de cette époque. Il conclut, certes, je cite, je peux certifier que les enfants n'ont pas besoin d'être protégés des relations sexuelles de quelque sorte que... Un de ses amis, le pédopsychiatre Maurice Fraser, écrit le chapitre suivant. Il a pour habitude d'offrir à des enfants pauvres des croisières sur son voilier. En 88, en Cornouailles, il fonde l'Azimut Trust, qui, en un peu plus de 3 ans, embarqua plus d'une centaine d'enfants. Cela est à mettre en relation avec les Yachtmen, les orphelinats de Jersey ou encore l'école en bateau dont il était membre et dont il s'est inspiré. Effectivement, je vous renvoie au podcast donc sur les orphelinats de Jersey et sur celui de l'école en bateau. Vous vous doutez bien que, effectivement, quand on est des gens de la mer, des marins, c'est pas très compliqué, hein, c'est pas très loin, il suffit de prendre son bateau, on traverse, et puis on se balade des côtes à une autre, on se donne des rendez-vous dans les îles, à droite, à gauche, tout ça est fort sympathique, et en fait c'est le même principe. Et c'est pas parce que les côtes appartiennent à un pays ou à un autre que ça change la donne. Un rapport précis a été rédigé sur cette association et ses activités. En 93, un reportage télé avait aussi été réalisé sur l'Azimut Trust et sur Maurice Fraser. Il sélectionnait des enfants en difficulté qui s'exprimaient mal et étaient en manque d'affection parentale et plus particulièrement paternelle. Il semblait, comme tous les autres garçons, très excité et s'amusant pleinement. Fraser était aussi à cette époque éditeur et il a publié un magazine avec des photos de ses enfants nus sur le bateau. Les abonnés et mécènes du magazine étaient des amis de Fraser, Wrighton et d'autres membres du PIE. Cela se faisait en compagnie de Robert Johnson, instituteur depuis 71. Il fut même promu dans un centre de formation des instituteurs en 73. Des accusations de violences physiques et sexuelles avaient été faites par plusieurs enfants, mais malgré le soutien de travailleurs sociaux au courant, les différentes accusations avaient été enterrées par le County Council, sorte de conseil départemental avec de très nombreuses responsabilités. Il a eu un blâme et l'interdiction d'embarquer ses enfants sur son bateau. Il y en avait déjà eu par un collègue dans une autre école dès le début de sa carrière. Formidable. En 90, il fut même promu directeur du Roseland Center de Truro grâce à ses très bonnes réputations. Bah oui. Fraser et Johnson se sont rencontrés sur l'école en bateau, justement, et ont reproduit le projet en Angleterre, en n'oubliant pas d'inclure les viols sur les enfants matelots, évidemment, vu que c'est le but. Ils faisaient de la publicité auprès des travailleurs sociaux et des familles en difficulté. Puis Fraser et Johnson sélectionnaient les enfants qui leur paraissaient convenir, entre guillemets, sur base d'un questionnaire et de visites aux familles. Ce questionnaire est reconnu par des pédopsychologues comme pouvant clairement servir à détecter des enfants vulnérables et pouvant facilement être abusés sexuellement. Ils partaient parfois pour des navigations longues de plusieurs semaines. Johnson a été condamné pour viol sur mineur en 1995. Fraser emmenait des enfants d'Azimut dans son appartement à Islington à Londres, et là, à l'étage, il avait une très grande chambre avec un très grand lit, mais lui dormait habituellement dans une petite chambre à côté. Cette chambre lui servait à violer les enfants et à mettre en scène ses viols, témoigne un garçon devenu adulte. Une autre fois, il emmena ce même garçon à la campagne pour un week-end où il le viola avec 2 autres hommes. Ils prenaient tous aussi des photos de lui nu contre 6 euros, 5 pounds, environ 6 euros. Condamné en 72, il a vécu dans les années 90 à Southampton. Il exerçait toujours la pédopsychiatrie dans un hôpital de Southampton, le Royal SouthAnts Hospital, et était quotidiennement au contact d'enfants vulnérables. Quand cela a été découvert, grâce à la télé, il a été licencié. Puis réemployé de manière externe à plein temps, comme psychiatre consultant. Magnifique. Un autre fondateur de l'Azimut Trust, donc Robert Johnson, a été emprisonné pour viol sur mineur, mais lui n'a pas été inquiété. Fraser n'a pas été inquiété. De nombreuses lettres retrouvées prouvant que Fraser entretenait des liens avec des pédophiles en Espagne, en France, en Suisse et aux États-Unis. De fait, Fraser faisait aussi le lien entre les garçons de Cornouailles et des cercles pédophiles londoniens dans lesquels il les ramenait. Napier faisait partie de ces cercles, qui n'étaient autres que les membres du PIE et d'autres pédophiles qui gravitaient autour. À ce moment, Napier, de retour de Suède,
achète une maison sur une île de la Tamise, qui devient rapidement un lieu de débauche et de viol collectif pour de nombreux pédophiles, dont Peter Wrighton, et des enfants victimes. Un enfant alors âgé de 12 ans témoigne, je cite, « On devait se barricader dans la chambre pour les empêcher de nous violer, puis ils arrivaient toujours à rentrer. » Fin de citation. Il y avait d'autres groupes d'enfants qui allaient dans d'autres maisons de pédophiles. Parmi eux, David Bloomfield, un autre membre du PIE, était un directeur de la Standing Conference on School, Science and Technology. Il a dû démissionner suite à sa condamnation pour possession de matériel pédoporno. Ces enfants allaient aussi chez Wrighton qui leur payait des choses, sans les brusquer, et arrivaient à ses fins. En 87, Wrighton devient à nouveau directeur d'un internat pour enfants perturbés, où il embaucha Richard comme professeur. La politique de l'école incitait les parents à ne pas venir voir les enfants. Ah bah oui, c'est bien pratique ça. Ce n'est qu'à la fin de l'année que de nombreuses mères découvraient l'horreur. Je cite, « Je monte voir mon fils dans sa chambre, et il était le pantalon aux chevilles en train de se masturber. Il avait 10 ans. Les enfants étaient censés être en sécurité là-bas. Ces hommes devraient être emprisonnés pour ce qu'ils ont fait. » Fin de citation. Une autre témoigne, je cite, « Mon enfant me dit que Richard venait dans sa chambre, tirait les rideaux, puis se masturbait devant lui en disant « Regarde, c'est comme ça qu'on fait. » Il dit qu'après, ils ont dû se le faire l'un à l'autre, et d'autres choses encore qui sont arrivées là-bas, et qu'il n'a toujours pas voulu me dire. C'est dégoûtant ce qui est arrivé. Vraiment dégoûtant. Fin de citation. Aucune enquête n'a été menée suite à ces accusations très graves de plusieurs garçons. En 90, un garçon de 8 ans à l'époque des faits a témoigné que lui et plusieurs autres garçons du même âge ont été violés par un groupe d'hommes jusqu'à 5 fois par semaine. Il n'a pu révéler ce secret qu'une fois que sa famille est déménagée. Il a parlé de vidéos, de viols, d'argent donné pour ça, et de voyages dans tout le pays chez d'autres hommes qui les violaient aussi. Il y avait aussi 2 fillettes de 8 et 9 ans qui étaient également violées. Ça a duré pour lui plus d'une année entière, et ça a dû continuer pour les autres qui sont restés. Le garçon a mené les policiers devant une maison en disant « C'est là que ça avait lieu ». Il donna une description précise de l'intérieur de la maison qui était celle de Wrighton. Il a reconnu Peter Wrighton sur une photo en disant que c'était lui l'organisateur chez qui ça se faisait. Le garçon continuait de dire qu'il se sentait coupable. Finalement, il se rétracta, car il était terrifié. En 91, Wrighton met sur pied son plus grand projet, The Chart of a Children, la charte des enfants, qui a pour but d'améliorer les conditions de vie dans les foyers pour mineurs au Royaume-Uni. Rien que ça. Non mais c'est marche sur la tête. Cela l'amena à parcourir tout le pays pour interviewer des dizaines d'enfants. En 92, ses collègues sont mis au courant de ses condamnations pour pédopornographie et il les minimise. Il n'y a effrontément auprès des directrices du NISW ou du NCB jurant que « jamais il n'avait fait du mal à un enfant ». Bah non. Néanmoins, il est débarqué du projet Chart of Children et sa carrière est terminée. Mais sa double vie ne fait que commencer et a émergé aux yeux de tous. Une ancienne directrice se défend de son inaction. Je cite, « Il présentait tellement bien, il était au-dessus de tout soupçon, et il se donnait un mal fou pour dissimuler sa vie privée, et surtout son homosexualité, qui servait de paravent, qui empêchait d'imaginer d'autres choses. Il a trompé tellement de gens dans le monde des travailleurs sociaux. » Fin de citation. Un autre collègue dit, je cite, « Wrighton avait toutes les qualités nécessaires pour être un bon travailleur social auprès des enfants traumatisés. Dévouement, engagement, persévérance et une affection inconditionnelle. Mais il les a toutes utilisées pour assouvir ses vices et abuser des enfants. » Fin de citation. Épilogue. Malgré 3 condamnations pour pédopornographie, dont la dernière en 93, Fraser est toujours pédopsychiatre et n'a toujours pas été radié de l'ordre des médecins de Cornouailles. Il se retira lui-même seulement en 94 suite à l'émission télé. Napier est devenu directeur d'études au Conseil britannique au Caire, en Égypte. Il y a écrit à un ami pédophile que c'est, je cite, « une ville pleine de garçons dont 98% sont disponibles ». Suite à des enquêtes policières, il a finalement été suspendu de son poste. Wrighton lui-même a déménagé avec son amant et a continué d'entretenir des contacts avec de nombreux hommes qu'il a violés étant enfant, au moins un de Red Hills et un de la maison sur l'île de la Tamise. Wrighton est mort en 2007 à l'âge de 81 ans. Il a en tout et pour tout dû payer une amende de 900 livres sterling, soit 1000 € pour possession de matériel pédoporno. Actualisation du 14 avril 2018. Une autre, soi-disant, référence dans le monde de la protection de l'enfance du Royaume-Uni, Peter Newell, Newell, est accusé de viol sur un garçon de 12 ans dans les années 60. Tout cela aura été prescrit en 1999 avec la nouvelle loi française. Newell coordonnait l'association Approach,
Association for the Protection of All Children Charity. Enfin, quand tu sais, c'est quand même transparent, quoi. Approach, ok. Qui a été financé des centaines de milliers d'euros par de nombreuses associations caritatives ou institutionnelles. Notamment la controversée National Society for the Prevention of Cruelty to Children, donc la Société nationale pour la prévention de la cruauté sur les enfants, étouffement et qui a étouffé des dénonciations d'abus rituels, une sorte de SOS Papa anglais avec énormément de moyens, 185 millions d'euros de budget, 2500 salariés, 1700 bénévoles et une ligne téléphonique à destination des mineurs. Le fameux Barnardo's, 230 millions d'euros de budget, 5000 salariés, 17 000 bénévoles qui ont été mis en cause, notamment en Irlande du Nord, et qui évidemment est LGBT friendly. L'UNICEF, déjà impliqué donc dans le réseau pédocriminel belge du CRIES, donc je vous renvoie au podcast qui a été consacré à ce réseau, CRIES. Newell, il a notamment coécrit le Manuel de mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Formidable. Cet ouvrage a été coécrit avec Rachel Hodkin, qui a travaillé aussi au National Children's Bureau, où Wrighton a travaillé pendant la majeure partie de sa carrière. Et on va finir avec l'association, la très controversée Save the Children, Sauver les enfants, mais aussi des organisations à l'étranger ainsi que des donateurs privés. Newell a aussi été coordonnateur de la Children's Rights Alliance, donc l'Alliance pour les droits des enfants, et de Children are Unbeatable, les enfants sont imbattables. Et aussi de la Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, donc l'initiative globale pour en finir avec tous les châtiments corporels des enfants. Juste pour 2004, il a touché 90 000 euros de ces différentes institutions. Évidemment, maintenant, tout le monde fait mine de tomber des nues. Newell avait aussi fondé une école alternative et libre, la White Lion Free School, dans le quartier londonien d'Islington, toujours le même centre pédophile avec les orphelinats, dont les élèves avaient été invités à une émission de Jimmy Savile à la BBC. Fonctionnant dans des locaux délabrés, sur finissement privé, cette école n'avait ni emploi du temps, ni programme, ni règles. Ci-dessous, donc la traduction d'un article de la BBC, qui avait elle-même déjà en tant qu'institution gravement été impliquée dans ce genre de scandale. Donc, à propos de Newell. Un militant des droits de l'enfant a été condamné à 6 ans et 8 mois de prison pour avoir abusé sexuellement d'un enfant dans les années 60. Et oui, parce que j'ai pas précisé, mais en Angleterre, les abus sexuels sur mineurs sont imprescriptibles. On ne fait pas le couplet de la Shoah et compagnie, évidemment. Peter Newell est l'ancien coordinateur de Association for the Protection of All Children Charity, dite Approach. L'homme âgé de 77 ans et originaire de Wood Green, dans le nord de Londres, a été condamné le mois dernier par le tribunal. Il a reconnu être l'auteur de 5 agressions sexuelles sur un enfant âgé de moins de 16 ans. L'Association pour la protection des enfants, Approach, affirme que ses objectifs sont d'empêcher la cruauté et la maltraitance à l'encontre des enfants, ainsi que de sensibiliser le public à ces enjeux, tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger. Elle souligne que son action consiste avant tout à protéger les enfants des châtiments corporels et de toute autre forme de violence, qu'ils se produisent au sein du foyer ou en dehors. Ses activités au Royaume-Uni s'inscrivent dans le cadre de Children are Unbeatable, donc une alliance de différentes ONG, ainsi que dans celui de la Global Initiative, donc je vous ai déjà parlé. Rien ne laisse suggérer que l'association caritative basée dans le sud de Londres ait été au courant des agissements de Newell, dont, bien sûr, les faits s'étant produits avant sa prise de fonction. Bien sûr. Puis il ne s'est rien passé pendant qu'il y était, évidemment. En 2015, Approach a déposé une plainte auprès du principal organisme européen de surveillance des droits de l'homme contre la France, ainsi que 6 autres pays de l'Union européenne, pour ne pas avoir interdit la gifle de façon explicite. Bah oui, ça, la gifle, c'est important, faut en parler à la télé. Par contre, les viols, on oublie. Newell figurait comme coordinateur d'Approach dans les comptes rendus publiés sur le site web de la commission britannique chargée des associations caritatives. Le document le plus récent indique cependant qu'il a démissionné de son poste en mai 2016. D'après les comptes rendus, Approach a touché entre 2012 et 2007 plusieurs centaines de milliers de livres sterling du NSPCC, de l'ONG internationale Save the Children et d'organisations à l'étranger ainsi qu'à d'un donateur privé. L'organisation caritative, donc Barnardo's, a contribué au financement de l'association pendant 4 ans sur cette période, tandis que des fonds de l'UNICEF ont été perçus entre 2014 et 2015. Les derniers comptes rendus pour l'année 2017 montrent qu'Approach n'a reçu des financements que pour ses activités à l'étranger et que l'NSPCC et Barnardo's ne figuraient pas parmi les contributeurs financiers de l'association. En outre, les donateurs d'Approach ne semblent pas avoir été au courant des agissements de Newell. Évidemment, tout le monde essaye de s'en laver les mains.
Les bénéficiaires hors de danger. Dans un communiqué, la police a indiqué que les infractions commises par Newell, qui lui avaient été rapportées pour la première fois en mars 2016, ont commencé quand sa victime avait 12 ans. Elle a également affirmé que les infractions ont eu lieu entre 65 et 68 dans différents endroits du sud et de l'est de l'Angleterre, dont Londres. Le 2 janvier 2018, Newell a plaidé coupable des 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle grave perpétrés entre 66 et 68 et de 3 chefs d'accusation d'attentat à la pudeur commis entre 65 et 68. La commission britannique chargée des organisations caritatives a déclaré avoir été informée en 2016 par Approach de l'allégation portée contre Newell. Je cite: Nous avons été en contact avec l'organisation de bienfaisance à ce sujet depuis 2016 afin de nous assurer que les procédures de sauvegarde de l'association sont solides et que les politiques sont mises en œuvre pour protéger ses bénéficiaires, a-t-elle affirmé. L'organisation caritative a confirmé qu'elle dispose de procédures de contrôle et de sauvegarde qui font actuellement l'objet d'un examen approfondi et que l'organisation ainsi que les administrateurs ont des contacts très limités avec les enfants et que rien ne permet de dire que les bénéficiaires de l'organisation sont ou ont été en danger, a également ajouté la commission. Fin de citation. Alors on peut juste faire quand même la petite parenthèse. On peut poser une question. Est-ce qu'ils contrôlent les casiers judiciaires au niveau du casting? On peut poser la question pour toutes les activités de loisirs ou professionnels où un adulte est mis au contact d'un enfant et où on lui confie. La moindre des choses, ça n'évite pas les primo-délinquants, mais ça évite quand même de mettre quelqu'un qui a été condamné pour ça auprès d'un enfant. On peut poser la question pour l'éducation nationale, pour ce qui est trucs de loisirs, de sport. Donc dans l'animation, c'est le cas depuis un certain temps en France quand même, mais bon, continuons. En 2007, Newell a coécrit pour l'UNICEF le manuel de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'UNICEF a déclaré avoir, je cite, une tolérance zéro pour l'exploitation et les abus sexuels. Un porte-parole a ajouté, je cite, Nous sommes profondément choqués d'apprendre l'arrestation de Peter Newell. Nous n'avions aucune connaissance des faits lorsqu'il travaillait comme consultant pour l'UNICEF il y a 10 ans. L'UNICEF a depuis mis en place d'importantes procédures pour pouvoir enquêter de manière approfondie sur son personnel et ses consultants. Fin de citation. On est quand même rassuré, plus jamais il n'y aura donc à l'UNICEF de pédophiles. Oui, oui, oui. Barnardoz a déclaré qu'il s'agissait d'une parmi plus de 100 organisations à avoir soutenu l'Alliance. Ah bah oui, alors si c'était un parmi 100. Et je cite pour finir, le Barnardoz dit « Nous n'avons aucune preuve que quelqu'un au sein du Barnardoz était au courant de ces accusations terribles, et nous ne finançons plus l'Alliance », a affirmé un porte-parole. Magnifico. Allez, à la prochaine.